Je m'appelle Jacob, j'ai 32 ans, et la veille de Noël, mon propre père m'a écrasé une énorme bûche de Noël au chocolat directement au visage parce que j'ai refusé de lui céder l'acte de propriété de mon appartement. Avant que je ne vous raconte le retournement de situation choquant qui a laissé mes parents sans abri dans la neige, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents aurait dû être une promenade de 20 minutes sur l'autoroute. Au lieu de cela ressemblait à une lente marche vers une audience de condamnation. La neige tombait en gros flocons humides contre le pare-brise. Les essuie-glaces allaient et venaient à un rythme qui correspondait au nœud qui se serrait dans mon estomac. C'était la veille de Noël. La radio criait, c'est la plus belle période de l'année. Mais à l'intérieur de ma poitrine, cela ressemblait plus au calme avant l'ouragan. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. La banquette arrière était remplie de cadeaux. J'avais dépensé une part importante de mon salaire de cette année pour eux. Il y avait une cafetière haut de gamme pour ma mère parce qu'elle se plaignait constamment de sa vieille machine à café filtre. Pour mon père, Arthur, j'avais acheté un jeu de club de golf de première qualité, même s'il n'avait pas foulé un fairway depuis 3 ans. Et pour Caleb, mon jeune frère, j'avais pris la dernière console de jeu. Ce n'était pas parce que nous étions proches. Nous ne l'étions pas. C'était une offrande de paix. C'était l'impôt que je payais pour faire partie de cette famille. Je vivais dans mon propre appartement, un condo en ville, depuis environ 3 mois maintenant. C'était mon sanctuaire. Je l'avais acheté avec mon propre argent. De l'argent que j'avais gagné après des années à trimer 60 heures par semaine en tant qu'ingénieur logiciel. Pas d'héritage, pas d'aide, juste moi, mon code et beaucoup de nuits blanches. Déménager a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Le silence dans mon appartement était d'or. Pas de cris, pas de commentaires passifs-agressifs sur mes choix de carrière. Et surtout, pas de nettoyage après Caleb. Mais ensuite, l'appel téléphonique est arrivé hier. Jacob, chérie, avait dit ma mère Martha, sa voix dégoulinant de ce ton sucré qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Tu dois rentrer à la maison pour le dîner de la veille de Noël. Ton père et moi, nous devons discuter d'une affaire de famille. C'est important. En plus, je prépare ton rôti préféré. J'aurais dû me méfier. J'aurais dû rester dans mon condo, commander des plats chinois à emporter et regarder, Piège de cristal. Mais cette vieille culpabilité, ce besoin ancré de leur plaire, m'a ramené. Je me suis garé dans l'allée. La maison avait l'air parfaite. Des lumières multicolores drapaient le toit, clignotant dans un motif chaotique qui me donnait des crises d'épilepsie quand j'étais enfant. Un Père Noël gonflable saluait frénétiquement depuis la pelouse, battu par le vent. Cela ressemblait à la carte de Noël américaine par excellence. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai attrapé quelques-uns des plus petits sacs cadeaux et je suis sorti dans l'air glacial. Le froid m'a mordu les joues, mais c'était rafraîchissant par rapport à la chaleur étouffante que je savais m'attendre à l'intérieur. J'ai déverrouillé la porte d'entrée. J'avais encore ma vieille clé et je suis entré. L'odeur m'a frappé en premier. Cannelle, pain et viande rôtie. Ça sentait la nostalgie. Ça sentait le mensonge. Bonjour, ai-je crié en tapant la neige de mes bottes. Dans le salon, ma mère a crié. Je suis entré. Le salon était un sanctuaire de la consommation de Noël. Des piles de boîtes emballées se trouvaient sous un immense sapin qui touchait le plafond. Et là, assis sur le canapé, entouré de papiers d'emballage déchirés, se trouvait Caleb. Il n'a pas levé les yeux. Il avait 24 ans, mais il ressemblait à un adolescent surdimensionné. Il portait un pyjama, ses cheveux en bataille, et il tenait un téléphone attaché à un trépied avec une lumière annulaire, parlant fort à un écran. Yo, les gars, je vérifie juste le butin. On attend les gros trucs plus tard, mais regardez ça. Il a brandi une boîte de basket. Il était de nouveau en direct. Caleb se prenait pour un influenceur. En réalité, c'était un chômeur avec un problème de jeu et l'illusion que le monde lui devait un public. Salut, Caleb, dis-je en posant les cadeaux sur la table basse. Il m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé à nouveau son téléphone. Oh, salut, le chat. Mon frère vient d'entrer. Le technicien. Des trucs ennuyeux. Quoi qu'il en soit, assurez-vous de fracasser ce bouton j'aime si vous voulez voir le festin de Noël. Il n'a même pas dit bonjour. Il a juste raconté mon arrivée à des étrangers. Mon père, Arthur, était assis dans son fauteuil inclinable, un verre de scotch à la main.
Il ne s'est pas levé. Il n'a pas souri. Il a juste regardé les cadeaux que j'ai posés, puis m'a regardé. « Tu es en retard » a-t-il grogné. « Il est 17h30, papa. »« Tu avais dit 18h, ai-je répondu, en essayant de garder une voix égale. « Le trafic est une excuse pour une mauvaise planification » a-t-il marmonné en prenant une gorgée de sa boisson. « L'as-tu apporté » J'ai froncé les sourcils en enlevant mon manteau. « Apporter quoi ?»« Les cadeaux ?»« Oui, ils sont là. Les clubs de golf sont dans la voiture. Je les prendrai plus tard. » Il a agité la main avec dédain. « Pas les jouets, Jacob. Les papiers. Ta mère a dit que tu apporterais les papiers. » « Quels papiers ?» Avant qu'il ne puisse répondre, ma mère est entrée de la cuisine, s'essuyant les mains sur un tablier festif qui disait « L'aide du Père Noël ». Elle s'est précipitée et m'a fait une accolade raide, en prenant soin de ne pas mettre de farine sur mon costume. « Jacob, tu es là. » Elle s'est reculée, scrutant mon visage, puis mes vêtements. « Tu as l'air mince. Manges-tu ? La nourriture de la ville est pleine de conservateurs. »« Ça va, maman. » Papa me demandait des papiers. Elle s'est figée une fraction de seconde, son sourire vacillant avant de le remettre en place. « Oh, pas maintenant, Arthur. Laisse le garçon s'installer. C'est la veille de Noël. On peut parler affaires après le dîner. Jacob, pourquoi n'irais-tu pas aider Caleb à installer son éclairage? Il a besoin que la salle à manger ait l'air professionnel pour son stream. » J'ai regardé Caleb, qui posait maintenant avec une bouteille d'eau de Cologne qu'il devait avoir ouverte d'un cadeau précoce. « Maman, je ne suis pas éclairagiste. Je viens de conduire 1 heure dans une tempête de neige. »« C'est pour la famille, Jacob, a-t-elle dit, sa voix baissant de cette octave qui signifiait « fais-le ou sinon. » Soutiens ton frère. Sa carrière est en plein essor. Carrière, ai-je ricané à voix basse. Mais je n'ai pas insisté. Pas encore. Je suis allé dans la salle à manger. La table était dressée pour un roi. Porcelaine fine, verre en cristal, argenterie polie. Et au centre, reposant sur un plat en cristal, se trouvait le chef-d'œuvre, une bûche de Noël. C'était une bûche de Noël roulée à la perfection, recouverte d'une épaisse ganache au chocolat noir texturé pour ressembler à de l'écorce, avec des champignons en meringue et des feuilles de houx en pâte d'amande. C'était mon dessert préféré. Chaque année, je l'attendais avec impatience. Et chaque année, depuis 10 ans, quelque chose le gâchait. L'année dernière, Caleb a éternué dessus par accident. L'année d'avant, papa l'a fait tomber en état d'ébriété. J'ai regardé le gâteau. Hypnotiquement sombre et riche. Il avait l'air parfait. Peut-être que cette année serait différente. Peut-être que nous nous assoirions, mangerions du gâteau et ririons. Ne le touche pas, la voix de Caleb est venue de derrière moi. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, le téléphone à la main. J'ai besoin de séquences B-roll avant que quelqu'un ne le coupe. C'est pour l'esthétique. Je ne le touchais pas, Caleb. Bien, parce que ce stream est sponsorisé. Enfin, pas officiellement, mais je tag la boulangerie, j'essaie d'obtenir un accord de marque. Il est passé devant moi, poussant la caméra de son téléphone à quelques centimètres du glaçage. Je l'ai regardé, un homme adulte agissant comme un enfant, et j'ai ressenti une vague d'épuisement. J'ai regardé autour de la pièce. Les murs étaient couverts de photos. Caleb gagnant un trophée de participation au football. Caleb au bal de fin d'année. La remise de diplôme de Caleb au lycée. Il y avait une photo de moi, petite, rangée dans un coin, de quand j'ai eu mon premier emploi. Mon estomac s'est noué. J'aurais dû faire demi-tour à ce moment-là. J'aurais dû sortir, monter dans ma voiture et retourner à mon condo silencieux et paisible. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté. Et c'était ma première erreur de la soirée. Dîner dans 10 minutes, a crié maman. Jacob, verse le vin et utilise le bon cru. On fête ça ce soir. On fête quoi, ai-je demandé à la pièce vide. Personne n'a répondu. Mais la façon dont mon père me regardait depuis le salon, les yeux plissés comme un faucon repérant une souris des champs, me disait que la célébration n'était pas pour moi. Elle allait se faire à mes dépens. En débouchant la bouteille de Cabernet, un millésime que je savais coûter plus cher que toute la garde-robe de Caleb, mon esprit a dérivé. Revenir dans cette maison,
c'était comme se promener dans un musée de ma propre inadéquation. Chaque coin recelait un souvenir, et très peu d'entre eux étaient chaleureux. Je me suis retrouvé à regarder la cheminée. Il y avait une éraflure dans le bois, juste près du bord. J'avais 10 ans à nouveau. C'était le matin de Noël. J'avais demandé une seule chose cette année-là, un VTT rouge. J'en étais obsédé. J'avais découpé des photos dans des catalogues, les avais collées sur le frigo, promis de faire des corvées supplémentaires. Quand je suis descendu en courant ce matin-là, il était là, brillant, rouge, parfait. Je me souviens de la joie qui a explosé dans ma poitrine. Je me suis précipité vers lui, mais un hurlement a percé l'air. Caleb, qui avait 4 ans à l'époque, était assis au milieu d'une pile de ses propres jouets, des camions chers, des blocs, un train électrique, et il hurlait. Il a pointé mon vélo. Je veux ça. Je veux le vélo. Ma mère s'est précipitée, le prenant dans ses bras. Chut, mon bébé, ne pleure pas, elle a regardé mon père. Arthur, il veut le vélo. Mon père n'a même pas levé les yeux de son café. Laisse-le l'essayer, Jacob. Mais c'est le mien, avais-je murmuré. Ses jambes sont trop longues pour lui. Il n'atteint pas les pédales. Ne sois pas égoïste, a aboyé papa. Partage avec ton frère. Caleb est monté sur le vélo. Il ne pouvait pas le conduire. Il l'a traîné dans le salon, le heurtant contre les meubles, écaillant la peinture, et finalement le projetant contre le manteau de la cheminée, laissant cette éraflure. Quand il s'est ennuyé 10 minutes plus tard, il l'a laissé par terre. Quand je suis allé le ramasser, papa m'a crié dessus pour avoir laissé un obstacle. Telle était la dynamique, Caleb voulait, Caleb obtenait, Jacob travaillait, Jacob donnait. Tu es encore dans tes pensées. Je suis revenu à la réalité. Maman se tenait à côté de moi avec un bol de purée de pommes de terre. Tu as toujours vécu dans ta tête. C'est probablement pour ça que tu es encore célibataire. Je me concentre sur ma carrière, maman. L'ingénierie logicielle est exigeante. Une carrière, a-t-elle reniflé. Regarder un ordinateur toute la journée. Caleb, lui, il se connecte avec les gens. Il construit une marque. J'ai versé le vin, remplissant 4 verres. Sa marque paie-t-elle déjà son loyer? Ou c'est toujours vous qui vous en chargez? Les yeux de maman se sont plissés. Elle s'est penchée près de moi, sa voix baissant jusqu'à un murmure rauque. Ne commence pas. Ton frère traverse une transition. Il est sensible. Tu as tellement de choses, Jacob. Tu as ce travail chic, ce gros salaire, cet immense appartement tout seul. C'est embarrassant. Embarrassant que j'ai du succès? Embarrassant que tu le gardes pour toi, a-t-elle sifflé. La famille s'entraide. C'est ça, Noël. Donner. Elle m'a arraché la bouteille de vin des mains et s'est dirigée vers la table. Je suis resté là, sentant le sang me monter au visage. Le garder pour moi. J'ai payé mes impôts. J'ai remboursé mes prêts étudiants. Je leur ai envoyé de l'argent pour leur anniversaire. Et maintenant, posséder un condo de 2 chambres, c'était de l'avarice. Je me suis dirigé vers la table. La bûche de Noël était là, se moquant de moi. Elle était magnifique, mais elle ressemblait à un appât. Je me suis souvenu d'autre chose alors. La vraie raison pour laquelle j'ai déménagé il y a 3 mois. Ce n'était pas seulement le bruit. C'était l'incident de la clé de rechange. J'étais rentré du travail plus tôt un jour pour trouver ma chambre dans la maison familiale sans dessus-dessous. Tiroirs ouverts, vêtements partout. Mes objets de collection en édition limitée, des choses dans lesquelles j'avais investi, avaient disparu. Je les ai trouvés dans la chambre de Caleb. Il en avait vendu la moitié en ligne pour payer une dette. Quand j'ai confronté maman, elle a admis qu'elle lui avait donné la clé de ma chambre parce qu'il avait besoin de se sentir comme s'il avait accès à son grand frère. C'est le jour où j'ai signé le bail de mon condo. J'avais besoin d'une serrure dont Martha Whittaker n'avait pas la clé. Assieds-toi, Jacob, a aboyé papa de la tête de la table. J'ai pris ma place. La chaise semblait dure et impitoyable. Caleb était assis en face de moi, ajustant son trépied pour que la lumière annulaire se reflète dans ses yeux. Ok, le stream est en direct dans 3, 2. Caleb a chuchoté pour lui-même, puis a affiché un faux sourire éclatant. Quoi de neuf, la famille? Joyeux Noël.
Nous sommes ici au domaine Whittaker, sur le point de nous régaler. Un grand merci à maman Whittaker pour la bouffe. Il a balayé la caméra vers maman qui a salué et a minaudé. Puis il a balayé vers papa qui a levé son verre stoïquement. Puis vers moi. Et voici Jacob, le grincheux. Caleb a ri. Souris, frérot. Tu es sur Internet. Je n'ai pas souri. J'ai pris une gorgée de vin. Il avait un goût acide. Ou peut-être que c'était juste la bile qui me montait à la gorge. Mangeons, a dit papa. La nourriture a été passée. Rôti de bœuf, pommes de terre au beurre, haricots verts au bacon. C'était délicieux, techniquement, mais je ne pouvais pas le goûter. J'attendais que la bombe tombe. Les papiers, la discussion. Ça n'a pas tardé. À peu près à mi-repas, juste au moment où je coupais un morceau de bœuf, papa s'est raclé la gorge. C'était un son fort et grondant qui commandait l'attention. Caleb a mis son stream en sourdine une seconde, un rare moment de conscience. Jacob, a dit papa en s'essuyant la bouche avec une serviette en lin. Ta mère et moi avons réfléchi à ta situation de logement. J'ai posé ma fourchette. Ma situation de logement va bien, papa. J'adore le condo. C'est près du travail. C'est calme. C'est égoïste, a interrompu papa. Silence. Même Caleb a levé les yeux, intrigué. Il a réactivé le son de son stream, sentant le drame. Il a légèrement incliné le téléphone pour que papa et moi soyons dans le cadre. Pardon, ai-je demandé. Tu as un condo de 2 chambres dans le centre-ville, a poursuivi papa, sa voix calme, factuelle, comme s'il lisait un bulletin météo. 110 mètres carrés, au plafond, Internet par fibre optique. Je connais les spécifications, papa. Je l'ai acheté. Et tu y vis seul, a ajouté maman, sa voix douce mais venimeuse. Tout cet espace gaspillé. Pendant ce temps, ton frère essaie de lancer un empire médiatique depuis sa chambre d'enfant. L'éclairage est mauvais. L'acoustique est terrible. Il ne peut pas se concentrer avec nous, les vieux, qui nous promenons. J'ai regardé de maman à papa, puis à Caleb, qui essayait de prendre l'air d'un artiste souffrant. Alors, ai-je demandé, bien que je sache déjà où cela menait. Alors, a dit papa en se penchant en avant, posant ses coudes sur la table. Nous avons décidé qu'il était temps de faire un échange. J'ai cligné des yeux. Un échange? Caleb a besoin de ton condo, a dit papa. Il a besoin de l'espace de studio. L'emplacement est meilleur pour son réseau. Toi, par contre, tu es au bureau toute la journée. Tu n'as pas besoin de luxe. Tu dois économiser de l'argent. Alors, Caleb emménagera dans le condo. Tu reviendras ici. J'ai ri. C'était un son sec et sans humour. Bonne blague, papa. Joyeux Noël. Le visage de papa n'a pas bougé. Ce n'est pas une blague. J'ai fait rédiger les papiers, un accord de transfert de bail, où idéalement, tu nous cèdes simplement l'acte de propriété pour le garder en sécurité, et nous laissons Caleb gérer la propriété. La pièce a un peu tourné. Il ne demandait pas d'emprunter du sucre. Il demandait ma maison, mon sanctuaire, la seule chose que je possédais vraiment. Vous voulez que je donne mon appartement à Caleb, ai-je répété, en m'assurant que la caméra entendait chaque mot. Pas donné, a dit Caleb, prenant la parole pour la première fois. Réalloué. Pense à cela comme à un investissement dans ma marque. Quand je percerai, je t'achèterai 2 maisons. Tu ne peux même pas t'acheter ton propre déjeuner, Caleb, ai-je lancé. Et papa a frappé la table de sa main. L'argenterie a cliqueté. Fais attention à tonton. Nous sommes une famille. Nous partageons les ressources. Tu as un excès. Ton frère a un besoin. C'est une simple question de mathématiques, Jacob. Ce ne sont pas des mathématiques, papa. C'est du vol. Du vol? Maman a haleté, se tenant les perles. Des perles que je lui avais achetées il y a 3 ans. Comment oses-tu, après tout ce que nous avons fait pour toi? Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Et je vous ai remboursé, dis-je, ma voix s'élevant. J'ai payé un loyer du jour où j'ai eu 18 ans jusqu'au jour où j'ai déménagé. J'ai acheté la voiture que tu conduis, maman. J'ai payé pour le nouveau toit l'été dernier. C'est ton devoir, a rugi papa.
Tu es l'aîné. C'est ton devoir de soutenir la famille. Caleb est spécial. Il a du talent. Il a juste besoin d'un coup de pouce. Toi, tu es un travailleur acharné. Tu peux travailler de n'importe où. Tu peux travailler depuis le sous-sol ici. Le sous-sol? Je l'ai regardé. Vous voulez que je vive dans le sous-sol humide et non fini, pour qu'il puisse vivre dans mon condo de luxe? C'est temporaire, appelez des mamans. Juste pour 1 an ou 2, jusqu'à ce que Caleb se mette sur pied. J'ai regardé Caleb. Il souriait. Il savait qu'il avait gagné. Il gagnait toujours. Il a regardé l'écran de son téléphone et a fait un clin d'œil à ses spectateurs. Quelque chose en moi a craqué. Le fantôme du garçon de 10 ans qui a perdu son vélo s'est levé et a dit « Assez ». L'air dans la salle à manger était si épais de sentiments de droit qu'on aurait pu le couper au couteau. Les odeurs festives de cannelle et de rôti de bœuf étaient devenues nauséabondes. J'ai regardé autour de la table les personnes qui partageaient mon ADN. Ils ressemblaient à des étrangers. En fait, pire que des étrangers. Les étrangers ne se sentent pas en droit de posséder le toit au-dessus de votre tête. Laissez-moi bien comprendre, dis-je, ma voix tremblant légèrement. Non pas de peur, mais de l'effort pur de retenir un cri. Vous voulez que je cède l'acte de propriété, un document juridique représentant un demi-million de dollars de mon capital durement gagné, à Caleb, gratuitement? Ne sois pas si grossier avec l'argent, a craché papa en coupant agressivement son steak. Le couteau a crissé contre l'assiette en porcelaine, m'envoyant des frissons dans le dos. Il s'agit de potentiel. Caleb est sur le point de devenir grand. Nous devons faciliter cette grandeur. Je me suis tourné vers Caleb. Tu as 300 spectateurs, Caleb. La moitié d'entre eux sont des bots. J'ai 4000 abonnés, a rétorqué Caleb, son visage devenant rose. Et l'engagement a augmenté de 20% ce mois-ci. Tu ne comprends pas l'algorithme, Jacob. Tu es un boomer dans le corps d'un millénial. Je construis les algorithmes que tu utilises pour mendier de l'argent, ai-je répliqué. Assez, est intervenue maman, versant plus de vin dans le verre de papa, sa main tremblante. Jacob, arrête d'attaquer ton frère. C'est exactement pour ça qu'il a besoin de l'appartement. L'énergie négative dans cette maison. Ça étouffe sa créativité. Il a besoin d'un flux de chi. Ton condo a un excellent chi. Mon condo a une hypothèque, maman. Qui va la payer? Eh bien, elle a hésité, regardant papa. Papa a mâché lentement sa viande, avalant avant de parler. Tu continueras à payer l'hypothèque. Évidemment. C'est à ton nom. Ce serait une fraude si tu ne le faisais pas, je l'ai regardé, la bouche bée. Donc, je paie l'hypothèque, les charges, les frais de copropriété, et je vis dans votre sous-sol pendant que Caleb détruit ma propriété. Il ne le détruira pas, a dit maman rapidement. Il est très artistique. Il a dessiné sur les murs avec un Sharpie quand il avait 17 ans. C'était une fresque, a crié Caleb. J'ai repoussé mon assiette. Je ne pouvais plus faire ça. Je me suis levé. Non. Le mot est resté en suspens dans l'air. Simple, calme, lourd. Papa a arrêté de mâcher. Il a levé les yeux, ses yeux froids et morts. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, non. Je ne lui donne pas mon appartement. Je ne reviens pas ici. Et je ne paie certainement pas pour qu'il joue à l'influenceur de pacotille dans mon salon. Papa a posé sa fourchette lentement. Assieds-toi, Jacob. Je pars, ai-je dit. Assieds-toi. Sa voix a tonné, faisant trembler les murs. Je me suis figé. Les vieilles habitudes ont la vie dure. L'autorité dans sa voix était un déclencheur que j'avais été programmé à obéir pendant 3 décennies. Je ne me suis pas assis, mais je ne suis pas parti non plus. Je suis resté debout, agrippant le dossier de ma chaise, mes articulations devenant blanches. Tu es un enfant ingrat, a dit papa, sa voix baissant jusqu'à un grognement menaçant. Nous avons tout sacrifié pour toi. Nous t'avons donné une structure, une discipline. Vous m'avez donné de l'anxiété et un complexe, ai-je rétorqué. Nous avons fait de toi un homme. Papa s'est levé maintenant, dominant la table. Il était un homme grand, aux larges épaules, bien que l'âge commençait à l'adoucir au niveau de la taille. Mais à ce moment-là, il avait l'air géant. Et c'est comme ça que tu nous rembourses?
En gardant ta richesse? En marchant sur ton frère? Il ne marche pas sur moi, papa, est intervenu Caleb, tenant le téléphone bien haut pour obtenir un meilleur angle de la confrontation. Il est juste jaloux. Il a toujours été jaloux de mon charisme. Tais-toi, Caleb, ai-je lancé. Ne lui dis pas de se taire, a crié maman. Elle s'est levée aussi, des larmes coulant instantanément sur son visage, une arme qu'elle pouvait déployer sur commande. Tu gâches Noël. Pourquoi ne peux-tu pas être généreux? Pourquoi dois-tu être si difficile? Difficile? Maman, tu me demandes ma maison. On te demande de l'aide, a-t-elle gémi. La pension de ton père n'est plus ce qu'elle était. Les factures de chauffage ici sont énormes. Si tu reviens, ton argent de loyer. Je veux dire, ta contribution. Nous aiderait à maintenir cet endroit. Et Caleb ne serait plus sur nos bras. Ça résout tout. La vérité a finalement éclaté. Il ne s'agissait pas seulement de Caleb. Il s'agissait d'eux aussi. Ils voulaient mon argent de loyer. Ils voulaient que je revienne sous leur coupe, subventionnant leur vie pendant que Caleb vivait comme un roi à mes frais. Alors c'est ça, dis-je, un sourire amer touchant mes lèvres. Je suis la vache à lait, Caleb est l'enfant en or, et je ne suis que le portefeuille. Tu es l'aîné, a crié papa. C'est ta responsabilité. La Bible dit. Ne me cite pas la Bible, Arthur, dis-je, abandonnant-le, papa. Tu n'es pas allé à l'église depuis 10 ans. La pièce est devenue silencieuse. Manquer de respect à l'autorité religieuse d'Arthur Whittaker était un péché pire que le meurtre dans cette maison. Caleb a chuchoté à son téléphone. Oh là là, il est allé jusque-là. Le chat, vous voyez ça? Envoyez une galaxie si vous pensez qu'il va se faire frapper. Vous voulez une raison, ai-je demandé en les regardant tous. Vous voulez savoir pourquoi je n'aiderai pas Caleb? Parce que j'ai vérifié son crédit. Le sourire suffisant de Caleb a disparu. Tu as quoi? Je travaille dans les données, Caleb. C'est un dossier public. Tu as 3 cartes de crédit au maximum. Tu as un privilège sur ta voiture. Tu dois $2000 à un bookmaker du New Jersey. Tu n'es pas un influenceur. Tu es un joueur. Maman a halté. C'est un mensonge. Caleb, dis-lui que c'est un mensonge. Caleb a bégayé, son visage devenant pâle. C'était un investissement. Crypto. Ça va rebondir. Il a besoin de mon appartement pour se cacher des agents de recouvrement, ai-je dit à papa. Parce qu'ils ne peuvent pas saisir une maison qu'ils ne possèdent pas. Il veut une forteresse. J'ai regardé papa, attendant l'explosion, attendant qu'il se retourne contre Caleb, qu'il lui crie dessus pour son irresponsabilité. Mais Arthur Whittaker n'a pas regardé Caleb. Il m'a regardé, et ses yeux étaient remplis d'une haine pure. Tu as espionné ton frère, a demandé papa. J'ai protégé mes biens, dis-je. Traître, a chuchoté papa. Tu essaies de l'humilier devant nous à Noël. Il s'humilie lui-même, ai-je montré le téléphone. Il diffuse ça en direct. Il montre au monde sa propre incompétence. Il crée du contenu, a rugi papa. Et tu le sabotes. Arthur a tendu la main et a attrapé la chose la plus proche de lui. C'était une saucière en cristal. Il l'a lancée. Elle a manqué ma tête d'1 pouce et s'est brisée contre le mur derrière moi, projetant de la sauce chaude et brune sur le papier peint coûteux. Sors, a crié maman. Mais elle ne me criait pas dessus. Elle criait au mur. Mon papier peint. Non, ne sors pas, a dit papa, respirant lourdement, son visage devenant d'une teinte violette dangereuse. Tu t'assois. Tu signes ce papier ou, que Dieu m'aide, Jacob, tu ne mettras plus jamais les pieds dans cette famille. J'ai regardé la saucière brisée. Puis j'ai regardé la bûche de Noël. Elle était là, immaculée, intacte. Une île de chocolat dans une mer de folie. Je pars, ai-je dit à nouveau, me tournant vers la porte. Et je ne signe rien. Caleb peut vivre dans une boîte, ça m'est égal. Si tu pars maintenant, a averti papa, sa voix tremblante, tu es mort pour moi. J'ai fait une pause. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau piégé. C'était ça. La rupture, l'amputation. Je suis mort pour toi depuis des années, papa, dis-je doucement. Tu ne l'as juste pas remarqué parce que les chèques continuaient d'être encaissés.
J'ai fait un pas, j'ai dit, arrête. J'ai entendu un mouvement. Lourd, rapide. Je me suis retourné juste à temps pour voir mon père se jeter vers le centre de la table. Ses mains massives n'ont pas attrapé un couteau. Elles n'ont pas attrapé la bouteille de vin. Elles ont attrapé la bûche de Noël. Le temps a semblé ralentir. C'était comme dans un de ces films Matrix. J'ai vu les doigts de mon père s'enfoncer dans la douce ganache au chocolat de la bûche de Noël. J'ai vu les champignons en meringue s'écraser sous sa poigne. J'ai vu la rage dans ses yeux, une fureur primale et débridée qui allait au-delà de la déception. C'était la rage d'un tyran perdant le contrôle de ses sujets. Si tu ne veux pas partager, a crié papa, alors prends tout. Il ne l'a pas lancé. Il a chargé. Il a comblé la distance entre nous en 2 enjambées et a écrasé le gâteau entier, les 2,5 kilos de génoise, de crème et de chocolat, directement sur mon visage. Whump. L'impact a été lourd et suffocant. La génoise était dense. La crème était froide et grasse, a rempli mon nez, mes yeux, ma bouche. Pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer. J'ai reculé en titubant, aveuglé par l'obscurité et le sucre. Je me suis griffé le visage, essuyant des paquets de glaçage. Mon manteau en laine coûteux, celui que j'avais acheté pour avoir l'air professionnel pour eux, était ruiné. Une boue collante et brune coulait le long de mon col, trempant ma chemise, glissant sur ma poitrine. J'ai halté pour reprendre mon souffle, clignant des yeux. Le monde était flou, maculé de chocolat. La première chose que j'ai entendue, c'est un rire. Un rire aigu de hyène. J'ai essuyé mes yeux et j'ai vu Caleb. Il était maintenant debout sur sa chaise, la caméra de son téléphone zoomée sur moi. « Oh, mon Dieu !» criait-il. « Le chat, avez-vous vu ça ? En pleine tête. Boum. Papa vient de le démolir. World Star. World Star. » Il n'était pas horrifié. Il n'était pas inquiet. Il était extatique. C'était le moment viral qu'il attendait. « Regardez-le » a raillé Caleb en me pointant du doigt. Le monstre en chocolat. C'est ce que tu mérites pour être avide, frérot. Mange-le. Mange les riches. J'ai regardé maman. Elle allait sûrement arrêter ça. Cela dépassait sûrement les bornes. Martha se tenait près du buffet, la main sur la bouche. Mais elle ne me regardait pas avec pitié. Elle regardait la table. La nappe, a-t-elle gémi. Arthur, la nappe en dentelle. Elle est tachée. Elle ne se souciait pas que son fils venait d'être agressé. Elle se souciait de la lessive. J'ai regardé papa. Il haletait. Du chocolat était étalé sur ses mains et ses poignets. Il avait l'air triomphant. Il avait l'air d'avoir marqué un touchdown. Maintenant, a-t-il dit, respirant fort, tu te laves le visage. Tu t'assois. Et tu signes le papier. Ou la prochaine chose que je lancerai ne sera pas molle. Je suis resté là, dégoulinant. La douceur du glaçage était écœurante. L'humiliation brûlait plus fort que la honte. Mais étrangement, sous le choc, quelque chose d'autre montait. Une clarté froide et dure. J'en avais fini. J'ai fouillé dans ma poche, ma main glissante de crème, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai essuyé l'objectif de l'appareil photo avec la seule partie propre de ma manche. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé papa, ses yeux se plissant. « Je documente », dis-je calmement. Ma voix me semblait étrange. Morte. Calme. Agression. Voix de fait. Caleb, continue de filmer. Tu fournis d'excellentes preuves pour mon avocat. Avocat ? Papa a ri. Je suis ton père. On ne poursuit pas son père en justice. Regarde-moi faire. Espèce de gamin ingrat. Papa s'est de nouveau avancé, levant un poing. Fais-le, les jeux défiés. Fais-le devant la caméra. Laisse le monde voir Arthur Whittaker pour ce qu'il est vraiment. L'ancien de l'église, le pilier de la communauté, battant son fils pour un appartement. Papa a hésité. Il a regardé le téléphone de Caleb, puis le mien. La lumière rouge d'enregistrement était un moyen de dissuasion que même sa rage ne pouvait ignorer complètement. « Tu n'es pas mon fils » a-t-il craché. « Mon fils se sacrifierait pour sa famille. Mon fils comprendrait le devoir. Ton fils est un compte en banque pour toi »
dis-je en essuyant le chocolat de mon menton. Et le compte est fermé de manière permanente. Alors sors, a-t-il grogné. Sors de ma maison. Et n'ose pas reprendre ces cadeaux. Considère-les comme un paiement pour la nourriture que tu as gaspillée. La nourriture que j'ai gaspillée. J'ai ri. Un son humide et gargouillant. Tu l'as jeté sur moi. Parce que tu m'as provoqué. Tu m'as fait le faire. Tout comme tu as fait Caleb casser ton vélo. Tout comme tu fais pleurer ta mère. C'est toujours toi, Jacob. Tu es le poison dans cette maison. Le gaslighting était magistral. Absolu. Dans son esprit, il était la victime. Il était le juste punisseur. Je pars, dis-je en me tournant vers la porte. Mais ne m'attendez pas à l'hôpital quand vous serez vieux. Ne m'attendez pas aux funérailles. Et Caleb, bonne chance avec les usuriers. J'espère qu'ils acceptent les gemmes comme paiement. Attends, a crié Caleb en sautant à bas de sa chaise. Ne pars pas encore. J'ai besoin d'une vignette. Retourne-toi. Laisse-moi prendre une photo de ce gâchis. Il m'a attrapé le bras. C'était l'erreur. Je me suis retourné et je l'ai poussé. Pas fort, juste assez pour qu'il me lâche. Mais Caleb, toujours la reine du drame, a agité les bras comme s'il avait été abattu. Il a reculé en titubant, a heurté le bord du tapis et est tombé sur les fesses. Agression, a crié Caleb à son téléphone. Il m'a frappé, les gars. Il m'a frappé. Tu as touché mon fils, a rugi papa. Il a attrapé une lourde chaise de salle à manger en bois. Il l'a levée au-dessus de sa tête. J'ai reculé, les mains levées. C'était ça. Il allait vraiment me tuer la veille de Noël pour un condo. Papa, pose-la, dis-je, ma voix se brisant enfin. Je vais t'apprendre une leçon que tu n'oublieras jamais, a-t-il crié, son visage contorsionné en un masque de pure violence. Il a fait un pas vers moi, et alors la porte d'entrée, que j'avais laissée déverrouillée en entrant, s'est ouverte violemment. Une rafale de vent glacial a tourbillonné dans le couloir, emportant de la neige avec elle. Thump! Thump! Le son d'une canne lourde frappant le parquet a résonné comme des coups de feu. Tout le monde s'est figé. Papa a légèrement baissé la chaise. Caleb a arrêté de crier. Maman a regardé vers le couloir. Debout là, encadré par la neige tourbillonnante et les lumières de Noël clignotantes à l'extérieur, se trouvait une silhouette dans un manteau épais et une casquette plate. C'était grand-père Thomas. Mon grand-père, Thomas Whittaker, avait 78 ans. C'était un vétéran du Vietnam, un homme qui avait bâti sa propre entreprise de construction à partir de rien, et la seule personne de cette famille que je respectais vraiment. Il vivait dans la suite attenante, une petite remise à calèche reconvertie à l'arrière de la propriété. Il restait principalement seul, dégoûté par la paresse de mon père et la vanité de mon frère. Nous pensions qu'il dormait ou regardait de vieux westerns. Nous avions tort. Il se tenait dans l'entrée, s'appuyant sur sa canne, ses yeux vifs comme du silex sous ses sourcils blancs broussailleux. Il a évalué la scène en quelques secondes, la saucière brisée, la chaise dans les mains de mon père, Caleb par terre, faisant semblant de pleurer, et moi, couvert de la tête aux pieds de chocolat, tremblant et humilié. Il n'a pas crié. Il n'a pas hurlé. Il est juste entré dans la salle à manger. Le « thump, thump » de sa canne a fait taire la pièce. Il s'est approché de moi. Il a fouillé dans sa poche, a sorti un mouchoir et, doucement, si doucement que cela m'a brisé le cœur, il a essuyé une tache de glaçage de mon œil. « Ça va, mon fils ?» a-t-il demandé. Sa voix était graveleuse et de fer. Je crois, grand-père, ai-je balbutié. Il a hoché la tête. Puis il s'est tourné vers mon père. « Pose la chaise, Arthur » a dit doucement grand-père. Papa a baissé la chaise, son visage devenant rouge. Il ressemblait à un enfant pris sur le fait, mais son ego ne le laissait pas reculer complètement. Il a poussé Caleb, papa. Il manque de respect à la maison. Il est venu ici pour créer des problèmes. J'ai tout entendu, a dit grand-père. J'étais sur le porche depuis 10 minutes. La couleur a quitté le visage de papa. Tu as entendu? J'ai entendu que tu as essayé d'extorquer ton fils, a dit grand-père, son regard se posant sur maman. Je t'ai entendu le culpabiliser. Il a regardé Caleb. Et je t'ai entendu rire. On était juste.
C'était une négociation, a balbutié papa. On essaie de garder la famille unie. Jacob est égoïste avec ses biens. Ses biens? Grand-père a laissé échapper un rire court et sec. Tu veux parler de biens, Arthur? Grand-père a fouillé dans la poche de son manteau et a sorti une épaisse enveloppe pliée. Il l'a jetée sur la table de la salle à manger. Elle a atterri juste à côté du plat vide où se trouvait le gâteau. Qu'est-ce que c'est? A murmuré maman. Ça, a dit grand-père, c'est l'acte de propriété de cette maison. Papa a froncé les sourcils. Je sais que c'est ta maison. Mais tu as dit qu'elle serait à moi un jour. J'ai changé mon testament, a dit calmement grand-père. Il y a 3 mois, le jour où Jacob a déménagé. Le jour où j'ai vu Martha donner à Caleb la clé de la chambre de Jacob pour qu'il puisse le voler. Maman a laissé échapper un hoquet étranglé. Tu savais? Je vois tout, a dit grand-père. J'ai vu comment vous traitez le seul garçon qui travaille vraiment. Le seul garçon qui a vraiment de l'honneur. Grand-père a pointé un doigt tordu vers l'enveloppe. J'ai cédé la propriété par donation entre vifs. Ça veut dire de mon vivant. Le transfert a été enregistré la semaine dernière. Et alors, a demandé papa, transpirant maintenant. Alors, tu me l'as donné plus tôt pour économiser sur les droits de succession. Grand-père a souri. Ce n'était pas un gentil sourire. C'était le sourire d'un requin. Non, Arthur. Je ne te l'ai pas donné. Grand-père s'est tourné vers moi. Il a posé sa main sur mon épaule tachée de chocolat. Je l'ai donné à Jacob. Le silence qui a suivi était assourdissant. Il était plus lourd que la neige dehors. Quoi? A chuchoté Caleb, baissant son téléphone. Cette maison, a dit grand-père, sa voix résonnant clairement, cette terre, la remise où je vis. Tout appartient à Jacob Whittaker depuis le 15 décembre. C'est impossible, a crié papa. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton fils. C'est mon droit de naissance. Tu as perdu ton droit de naissance quand tu as jeté un gâteau sur le nouveau propriétaire, a dit froidement grand-père. Il m'a regardé. C'est ta maison, Jacob. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis resté là, abasourdi. Le poids du moment m'a submergé. J'ai regardé la maison où j'ai grandi, les murs qui contenaient tant de douleur. J'ai regardé mon père, qui tremblait maintenant de peur. J'ai regardé ma mère, qui sanglotait dans ses mains. J'ai regardé Caleb, qui avait l'air de voir son monde s'effondrer. J'ai essuyé mon visage avec ma manche. J'ai pris une profonde inspiration. Je veux qu'il parte, ai-je dit. Jacob, a crié maman. Tu ne peux pas. C'est Noël. Je veux qu'il parte, ai-je répété, plus fort cette fois. Tout de suite. Ce soir. Vous avez entendu l'homme, a dit grand-père en frappant le sol de sa canne. Faites vos bagages. Non, a crié papa. Je ne pars pas. C'est ma maison. J'y vis depuis 40 ans. Et tu n'as pas payé de loyer depuis 20, a aboyé grand-père. Je t'ai laissé rester ici parce que j'espérais que tu grandirais. J'espérais que tu deviendrais un homme, mais tu n'es qu'un tyran. Et ce soir, la tyrannie s'arrête. Grand-père a regardé sa montre. Vous avez 1 heure. Tout ce qui reste ira à la bonne volonté. L'heure qui a suivi a été un chaos total. Papa n'a pas fait ses bagages. Il a arpenté. Il a fait les 100 pas dans le salon, fulminant comme un fou. Il ne peut pas faire ça. C'est illégal. Droit des squatteurs. J'ai des droits, a-t-il crié au mur. Ce n'est pas du squat si vous êtes de la famille, papa, dis-je calmement. J'étais dans la cuisine, me lavant le gâteau du visage avec du savon à vaisselle. Et grand-père est le propriétaire. Où l'était? Maintenant, c'est moi. Et je révoque votre bail. Techniquement, vous êtes en train d'empiéter maintenant. Empiéter? Papa a attrapé un vase sur la cheminée et l'a brisé par terre. Je vais te montrer ce que c'est que d'empiéter. Maman était hystérique. Elle courait partout, jetant des objets au hasard dans des sacs poubelles, albums photos, argenterie, décorations de Noël. Elle ne faisait pas ses valises. Elle emballait des objets de valeur. Mes figurines Hummel. A-t-elle gémi. Caleb, aide-moi à les emballer. Mais Caleb n'aidait pas. Il était assis sur les escaliers,
pleurant. De vraies larmes cette fois. Où vais-je aller? Je ne peux pas vivre dans un motel. Le Wi-Fi est nul dans les motels. Va chez ta petite amie, ai-je suggéré en me séchant le visage avec une serviette en papier. Elle m'a largué la semaine dernière parce que j'ai emprunté sa carte de crédit, a sangloté Caleb. Choquant, ai-je marmonné. Grand-père était assis dans le fauteuil inclinable de papa, le trône de la maison, sirotant le scotch de papa. Il avait l'air calme, comme un général regardant une bataille qu'il avait déjà gagnée. 4 minutes, a annoncé grand-père. Je ne pars pas, a rugi papa. Il a couru vers la porte d'entrée et l'a verrouillée. Je reste ici. Que la police vienne. Je leur dirai que vous avez trompé un vieil homme sénile pour qu'il signe l'acte. J'ai une vidéo de vous parfaitement lucide, confirmant le transfert, a dit grand-père en tapotant la poche de sa poitrine. Et j'ai un test de compétence de mon médecin daté d'hier. Essai, Arthur. Papa avait l'air piégé. Ses yeux balayaient la pièce, sauvage et désespéré. Il a regardé le sapin de Noël. Les lumières clignotaient joyeusement, se moquant de lui. Si je ne peux pas avoir cette maison, a chuchoté papa, un regard sombre et tordu traversant son visage, alors personne ne l'aura. Il s'est jeté sur le sapin de Noël. Arthur, arrête, a crié maman. Papa n'a pas arrêté. Il a attrapé le sapin et l'a renversé. Les décorations se sont brisées partout. Des éclats de verre ont volé à travers la pièce. Mais il n'attaquait pas le sapin. Il attaquait la prise électrique derrière. Il a arraché la multiprise du mur. Des étincelles ont jailli. Je vais le brûler, a crié papa. Il a couru vers la cheminée. Il a attrapé l'enchevêtrement de lumière de Noël qui était encore branché à une rallonge. Je vais tout brûler. Il a jeté les lumières en plastique directement dans le feu rugissant. Papa, non, ai-je crié en courant vers l'avant. Le fil en plastique a touché les flammes et a instantanément commencé à fondre et à fumer. Les étincelles ont sauté. Les aiguilles sèches du sapin de Noël tombé étaient à quelques centimètres. Tu veux la maison, Jacob? Prends les cendres, a ri papa de manière maniaque. Il a attrapé une bouteille de brandy à haute teneur en alcool sur le chariot de bar et l'a débouchée. Il allait verser de l'alcool sur le feu. Avec le sapin juste à côté, il allait faire exploser le salon. Caleb, arrête de filmer et aide-moi, ai-je crié. Caleb est resté assis là, figé de terreur. Je n'ai pas réfléchi. J'ai plaqué mon père. Nous avons heurté le sol durement. Il était grand et il était alimenté par l'adrénaline, mais j'étais plus jeune et désespéré. J'ai attrapé son poignet, essayant de lui arracher la bouteille. Du brandy s'est renversé, trempant le tapis, manquant le feu de quelques centimètres. Lâche-moi, a crié papa en me donnant un coup de poing dans les côtes. Tu es fou, ai-je grogné en lui immobilisant le bras. Grand-père, appelle le 911, ai-je crié. Déjà fait, a dit calmement grand-père depuis son fauteuil. La police et les pompiers sont à 3 minutes. Papa a entendu les sirènes au loin. Le son a semblé le sortir de sa rage, la remplaçant par une panique pure. Il a arrêté de se battre. Il est devenu mou. La police, a-t-il chuchoté. Tu as appelé la police sur ton propre fils? Tu as essayé de commettre un incendie criminel, Arthur, a dit grand-père en se levant. C'est un crime. Je me suis roulé de lui, haletant. Mes côtes me faisaient mal. J'ai repoussé la bouteille de brandy d'un coup de pied, la faisant glisser sur le sol. Papa s'est assis, regardant ses mains. Puis il a regardé maman. Martha, dis-leur, a-t-il plaidé. Dis-leur que c'était un accident. Dis-leur que j'ai trébuché. Maman a regardé le sapin tomber. Elle a regardé le vase brisé. Elle m'a regardé, meurtri et battu. Et finalement, elle a regardé Arthur. Tu as jeté les lumières dans le feu, Arthur, a-t-elle chuchoté. Tu as essayé de nous tuer. J'étais en colère, a crié papa. C'est de la passion. C'est du stress. C'est fini, dis-je. Des lumières bleues et rouges ont clignoté par la fenêtre avant, illuminant la neige. Les sirènes se sont tues alors que les voitures de patrouille se garaient dans l'allée. Papa s'est relevé en se débattant. Je dois partir. Je ne peux pas aller en prison. Ma réputation. Il a couru vers la porte arrière. Ne te donne pas la peine, a dit grand-père.
J'ai verrouillé le portail arrière. On a frappé lourdement à la porte d'entrée. Police, ouvrez. Je me suis dirigé vers la porte. J'ai regardé ma famille une dernière fois. Ma mère, vaincue au milieu des ruines de ses vacances. Mon frère, un lâche, se cachant derrière un écran. Mon père, un tyran réduit à un fugitif dans son propre salon. Et mon grand-père, le seul vrai homme encore debout. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte. L'air froid s'est de nouveau engouffré, nettoyant la maison de l'odeur de plastique brûlé et d'alcool éventé. 2 officiers se tenaient là, les mains sur leurs étuis. On a reçu un appel pour une dispute familiale et une tentative d'incendie criminel. Je me suis écarté et j'ai montré mon père. Il est là, officier, ai-je dit. Et faites attention. Il est armé d'un briquet. Alors qu'il lui passait les menottes et le conduisait dehors dans la neige, criant sur ses droits et sur l'ingratitude de ses enfants, j'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. Ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la paix. Le cauchemar était terminé. La maison était à moi. Et pour la première fois en 32 ans, j'attendais avec impatience le matin de Noël. Les lumières clignotantes bleues et rouges des voitures de police dansaient sur la pelouse enneigée, projetant de longues ombres frénétiques contre la maison. On aurait dit une discothèque pour les damnés. Je me tenais sur le seuil, regardant 2 officiers escorter mon père, Arthur Whittaker, vers l'arrière d'une voiture de patrouille. Pendant 30 ans, cet homme avait été le roi de son propre petit château. Il régnait par la peur, la culpabilité et une voix retentissante qui faisait trembler les murs. Mais ici, dans le froid glacial d'une nuit de Noël, dépouillé de son fauteuil et de son scotch, il avait l'air petit. Il avait l'air pathétique. Vous faites une erreur, beuglait Arthur, son visage pressé contre la vitre froide de la voiture de police alors qu'on le poussait à l'intérieur. Je suis diacre. Je suis un membre respecté de l'association des propriétaires. Mon fils ment. Il est mentalement instable. L'officier, une grande femme à l'expression sérieuse, a claqué la porte, coupant court à sa tirade. Elle s'est tournée vers moi, ajustant sa ceinture. Nous aurons besoin de dépositions de tout le monde, a-t-elle dit, son souffle se condensant dans l'air. Et nous aurons besoin de ces preuves vidéo que vous avez mentionnées. Je me suis tourné vers Caleb. Il se tenait près de la balustrade du porche, tremblant violemment. Il ne portait pas de manteau. Il serrait son téléphone comme si c'était un radeau de sauvetage. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés d'un mélange de terreur et de confusion. Il n'avait toujours pas réalisé que sa quête de célébrité sur Internet venait de détruire sa famille. « Donne-le, Caleb, dis-je en tendant la main. « Je ne peux pas, a-t-il balbutié. C'est sur le cloud. C'est ma propriété. C'est une preuve, a dit l'officier en s'approchant de moi. Donnez le téléphone, mon fils. Ou nous pouvons ajouter l'obstruction à la justice à la liste des problèmes que votre famille rencontre ce soir. Caleb a remis le téléphone avec des doigts tremblants. L'officier a tapoté l'écran. Le direct était techniquement en pause, mais l'enregistrement était sauvegardé. Elle a fait défiler la chronologie. J'ai regardé par-dessus son épaule. C'était là, en haute définition. La rage de mon père, le gâteau s'écrasant sur mon visage, les insultes, et puis le final. Arthur, attrapant les lumières en feu, criant qu'il allait tout brûler et les jetant dans la cheminée. Mon Dieu, a marmonné l'officier. C'est une intention claire. Incendie criminel dans une habitation occupée, agression, méfait criminel. Elle a regardé Caleb. Tu as filmé tout ça. Tu n'as pas essayé de l'arrêter? Je documentais, a couiné Caleb. Pour le récit. Eh bien, le récit vient de valoir à ton père une accusation de crime, a-t-elle dit sèchement. Elle a mis le téléphone dans un sac. À l'intérieur de la maison, la réalité commençait à s'imposer à ma mère. Martha était assise sur la première marche de l'escalier, pleurant dans un torchon. La maison était glaciale parce que la porte d'entrée était restée ouverte si longtemps, mais elle ne semblait pas le remarquer. Grand-père Thomas se tenait au-dessus d'elle, s'appuyant sur sa canne. Il ressemblait à un vieux chêne qui avait résisté à 1000 tempêtes, inébranlable. « Tu dois partir, Martha, a dit grand-père. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait un poids qui écrasait la pièce. Mais Arthur est parti, a-t-elle sangloté en levant les yeux, le mascara coulant sur ses joues.
Ils l'ont emmené. Tu ne peux pas me mettre dehors aussi. Je n'ai nulle part où aller. C'est Noël. Tu aurais dû y penser quand tu as regardé ton mari agresser mon petit-fils, a dit grand-père. Tu aurais dû y penser quand tu as essayé de voler sa propriété. Je n'ai pas volé, a-t-elle plaidé en se tournant vers moi alors que je rentrais. Jacob, dis-lui. J'essayais juste de maintenir la paix. J'essayais d'aider ton frère. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Pendant des années, j'avais trouvé des excuses à ma mère. Je me disais qu'elle était aussi victime du tempérament de papa. Je me disais qu'elle était juste faible. Mais en la regardant maintenant, j'ai vu la vérité. Elle n'était pas une victime. Elle était une complice. C'est elle qui a donné à Caleb les clés de ma chambre. C'est elle qui m'a culpabilisé pour que je vienne ce soir. Elle était le copilote de cet atterrissage forcé. Tu n'aidais pas Caleb, dis-je, ma voix stable. Tu le paralysais. Tu lui as appris qu'il pouvait prendre tout ce qu'il voulait sans jamais en subir les conséquences. Et tu m'as utilisé pour le financer. Je suis ta mère, a-t-elle gémi. Et il est ton beau-père, ai-je montré grand-père. Et tu as essayé de le faire déclarer incompétent pour pouvoir saisir ses biens. Ne crois pas que je ne suis pas au courant des rendez-vous chez le médecin que tu as essayé de prendre dans son dos. Martha est restée silencieuse. Sa mâchoire est tombée. Elle ne savait pas que j'étais au courant de ça. J'avais trouvé les messages vocaux sur le téléphone de la maison il y a des mois, lors d'une visite. Fais tes valises, maman, dis-je. Tu peux appeler ta sœur Clara. Elle a toujours beaucoup d'opinions sur la façon dont la famille devrait se comporter. Voyons si elle a une chambre d'amis. L'heure qui a suivi a été un tourbillon de misère. Martha a fait 2 valises, principalement remplies de ses bijoux et de ses crèmes chères. Caleb a jeté sa console de jeu et un sac de vêtements dans sa voiture, une voiture pour laquelle j'avais co-signé il y a 3 ans. Je retire mon nom du prêt de la voiture demain, Caleb, lui ai-je dit alors qu'il chargeait le coffre. Il s'est retourné, les yeux flamboyants. Tu ne peux pas faire ça. Ils la saisiront. Alors tu ferais mieux de trouver un travail, dis-je. La restauration rapide embauche. J'ai entendu dire qu'il paie à la semaine. Je te déteste, a-t-il craché. Tu as ruiné ma vie. Non, Caleb, dis-je en regardant la neige tomber sur ses baskets chères. J'ai juste arrêté de la payer. Ils sont partis dans la nuit enneigée, suivant la voiture de police qui retenait mon père. La maison est tombée dans le silence. Le vent sifflait par la porte ouverte. Je suis rentré et j'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Le clic du pêne dormant a sonné comme la note finale d'une symphonie. Grand-père était dans la cuisine, balayant les restes brisés du vase et des décorations de Noël. Je suis allé lui prendre le balai. Je m'en occupe, grand-père. Asseyez-vous. Il a secoué la tête. J'ai besoin de bouger. Ça fait circuler le sang. Il a fait une pause et m'a regardé. Mon visage était encore rouge d'avoir frotté le sucre et ma chemise était tachée de brun. Tu t'es bien comporté, Jacob. Tu n'as pas porté de coup. Tu l'as laissé creuser sa propre tombe. J'ai voulu le frapper, ai-je admis. J'ai voulu lui faire mal. Mais tu ne l'as pas fait, a dit grand-père. C'est la différence entre un homme et un enfant. Un enfant réagit. Un homme répond. Nous avons passé le reste de cette veille de Noël à nettoyer. Nous avons jeté le tapis ruiné. Nous avons traîné le sapin de Noël à moitié brûlé sur le trottoir. C'était symbolique. Nous purgions la maison de la pourriture. À minuit, la maison était propre. Vide, mais propre. Nous nous sommes assis dans la cuisine, mangeant des sandwichs au jambon et buvant le vin cher que j'avais apporté. Alors, a dit grand-père en prenant une bouchée de son sandwich. Et maintenant? Maintenant, dis-je en regardant autour de la cuisine qui était enfin vraiment la mienne, maintenant on prend un avocat. Les jours suivants ont été un tourbillon de chaos juridique. J'ai engagé Franklin Moore, un avocat requin spécialisé en droit des successions et en litiges familiaux. Il était cher, me coûtant une partie de mon salaire, mais il valait chaque centime. Nous avons obtenu une ordonnance restrictive contre Arthur, Martha et Caleb. Compte tenu des preuves vidéo et du rapport d'arrestation, le juge l'a accordé immédiatement. Mais la vraie justice est venue d'Internet. Parce que le direct de Caleb avait été saisi comme preuve,
la police a publié une version expurgée du rapport de police. Et d'une manière ou d'une autre, probablement grâce à l'un des fans de Caleb qui avait enregistré l'écran, la vidéo de l'incident a fuité en ligne. Elle n'est pas devenue virale comme le voulait Caleb. Elle est devenue virale sur les subreddits et les forums de « Justice Porn ». Des millions de personnes ont regardé Arthur Whitaker jeter un gâteau sur son fils. Des millions de personnes l'ont entendu crier qu'il allait brûler la maison. Les commentaires étaient brutaux. Ce père appartient à une cage. Le frère qui filme juste. Quel psychopathe. J'espère que le grand frère a pris la maison et les a laissés dans la neige. Les chaînes de médias sociaux de Caleb ont été inondées de haine. Il a perdu tous les abonnés qu'il avait gagnés. Il a essayé de publier une vidéo d'excuses où il pleurait et blâmait son éducation, mais Internet a vu clair dans son jeu. Il a été surnommé « le garçon au gâteau », un mème de l'arrogance. Il a dû supprimer tous ses comptes. Sa marque était morte. Arthur ne s'en est pas mieux sorti. La vidéo a fait les nouvelles locales. L'église où il était diacre lui a demandé de démissionner. Le country club a révoqué son adhésion. Il est passé de leader communautaire respecté à paria en 48 heures. Puis est venu le coût financier. J'ai appris par Franklin qu'Arthur avait vidé le fonds d'études de Caleb il y a des années pour payer de mauvais investissements et ses propres loisirs de golf. C'est pourquoi ils étaient si désespérés d'avoir ma maison. Ils étaient fauchés. Ils vivaient à crédit et d'apparence depuis une décennie. Martha a essayé de m'appeler une semaine plus tard. Elle avait l'air différente, désespérée. Jacob, a-t-elle pleuré dans le message vocal. Ton père, il parle de divorce. Il me reproche d'avoir laissé entrer la police. Il dit que je ne l'ai pas protégé. Je suis dans un motel sur la route 9. S'il te plaît, chérie, je suis ta mère. Je n'ai pas d'argent. Laisse-moi juste rester dans la chambre d'amis. Je cuisinerai. Je ferai le ménage. J'ai écouté le message dans mon bureau au travail. J'ai regardé le bouton de fin d'appel. J'ai pensé aux années de négligence. J'ai pensé au vélo. J'ai pensé au gâteau. Je n'ai pas supprimé le message. Je l'ai transmis à mon avocat. Franklin, ai-je dit quand il a décroché, ma mère me contacte. Rappelez-lui l'ordonnance restrictive et dites-lui que si elle a besoin d'argent, elle peut demander à son fils préféré. J'ai entendu dire que Burger King embauche. J'ai raccroché. C'était froid. C'était dur. Mais c'était nécessaire. J'en avais assez de me mettre le feu pour les garder au chaud. 1 an plus tard, la neige tombait à nouveau, tout comme lors de cette nuit de cauchemar. Mais cette fois, l'atmosphère à l'intérieur de la maison Whitaker était entièrement différente. L'odeur de cannelle et de rôti de bœuf était de retour, mais la tension avait disparu. Du jazz doux jouait des haut-parleurs au lieu du vacarme frénétique d'un match de football. Le sapin de Noël dans le coin était modeste, décoré de lumière blanche de bon goût et d'ornements qui signifiaient réellement quelque chose pour moi, des souvenirs de mes voyages, des cadeaux faits à la main par des amis, et quelques vieux soldats de bois que grand-père avait sculptés. J'étais dans la cuisine, en train de couper des légumes. Je portais un pull de Noël moche qui disait « joyeux et lumineux ». Et pour la première fois de ma vie, je le ressentais vraiment. Besoin d'aide avec ces carottes? Je me suis retourné pour voir Sarah, ma petite amie depuis 8 mois. Elle est entrée avec un plateau de biscuits. Sarah était tout ce que ma famille n'était pas, gentille, autonome et sincèrement intéressée par moi, pas par mon portefeuille. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de mon bureau. Et quand je lui ai raconté l'histoire de ma famille, elle ne m'a pas jugé. Elle m'a juste tenu la main et a dit « Tu as survécu. Les carottes sont sous contrôle », ai-je souri en l'embrassant sur la joue. « Comment va grand-père ? Il est dans le salon en train de tricher aux cartes avec ton patron », a-t-elle ri. Je me suis essuyé les mains et je suis allé dans le salon. Grand-père Thomas était assis dans son fauteuil préféré, celui qui appartenait autrefois à papa, mais que nous avions retapissé dans un joli bleu marine. En face de lui se trouvait Monsieur Henderson, le PDG de mon entreprise technologique. Je te le dis, Thomas, disait Monsieur Henderson en se tapant sur le genou. Ton petit-fils est le meilleur ingénieur principal que j'ai eu en 20 ans. Cette promotion du mois dernier était attendue depuis longtemps. Il nous a fait économiser une fortune sur cette migration vers le cloud. Il tient son intelligence de sa grand-mère, a gloussé grand-père en posant une main gagnante au poker. Et son entêtement de moi.
Je me suis appuyé contre l'embrasure de la porte, les regardant. Il y a un an, on m'humiliait pour mon succès. Maintenant, on me célébrait pour cela. Le contraste était si vif qu'il en était presque douloureux. Grand-père a levé les yeux et m'a vu. Ses yeux se sont plissés au coin. Il avait l'air en meilleure santé qu'il ne l'avait été depuis des années, sans le stress d'Arthur et de Martha qui le saignaient constamment. Il avait prospéré. Il passait ses journées à jardiner à l'arrière et à travailler le bois dans le garage. Et, gamin, a dit grand-père. M. Henderson ici dit que tu reçois un bonus. Est-ce que ça veut dire que tu achètes le bon scotch cette année? J'ai une longueur d'avance sur toi, grand-père, dis-je en montrant le chariot de bar. Blue Label juste pour toi. Nous nous sommes assis pour dîner 1 heure plus tard. Nous n'étions que 4, moi, Sarah, grand-père et monsieur Henderson, qui n'avaient pas de famille en ville et étaient heureux de se joindre à nous. Il n'y avait pas de bûche de Noël cette année. Nous avons décidé de rompre cette tradition. À la place, nous avions de la tarte aux pommes. En mangeant, la conversation s'est naturellement tournée vers l'année écoulée. C'était une année de nettoyage des décombres. Arthur avait accepté un accord de plaidoyer. Pour éviter une longue peine de prison pour incendie criminel et agression, il a plaidé coupable à des accusations moindres. Il a purgé 6 mois dans la prison du comté et est maintenant en liberté conditionnelle stricte pour 5 ans. Il vivait dans une maison de transition à 3 villes de là, travaillant comme concierge de nuit. Il n'avait pas le droit de nous contacter et, honnêtement, il n'avait pas essayé. La honte était trop grande. Martha et Arthur ont fini par divorcer. C'était désordonné et amer. Sans l'argent de grand-père ou mon salaire à piller, ils se sont retournés l'un contre l'autre comme des loups affamés. Martha vivait actuellement avec Clara, exactement comme je l'avais prédit. D'après ce que j'ai entendu par la bande, elle était misérable, passant ses journées à se plaindre à quiconque voulait bien l'écouter de son fils ingrat. Et Caleb, l'enfant en or, je l'ai vu une fois il y a environ 3 mois. Je m'arrêtais pour faire le plein sur le chemin du travail. Il travaillait à la caisse. Il avait l'air fatigué. Il avait pris du poids et l'étincelle arrogante dans ses yeux avait disparu. Il portait un badge avec son nom qui était de travers. Il m'a vu. Il n'a rien dit. Il a juste scanné ma boisson énergisante et a baissé les yeux. Gardez la monnaie, avais-je dit. Je n'ai pas besoin de votre charité, a-t-il marmonné. Mais il a pris l'argent. Je suis sorti de cette station-service avec un étrange sentiment de pitié. Il était aussi une victime, d'une certaine manière. Une victime d'avoir été gâté pourri jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune compétence de survie. Mais ce n'était plus mon fardeau à porter. De retour à la table du dîner, grand-père a tapoté son verre avec une cuillère. Je veux porter un toast, a-t-il dit en se levant lentement. Nous avons tous levé nos verres. À la famille, a dit grand-père. Pas celle avec laquelle on est, parce qu'avouons-le, parfois c'est juste un accident biologique, mais la famille qu'on choisit, les gens qui sont à vos côtés quand le feu commence, pas ceux qui allument la mèche. Santé, a dit monsieur Henderson. Et à Jacob, a poursuivi grand-père en me regardant avec des yeux embués. Tu as pris une maison pleine de fantômes et tu en as fait un foyer. Je suis fier de toi, mon fils. Je sais que je plaisante en disant que mes funérailles sont encore loin, mais quand ce jour viendra, je reposerai en paix en sachant que tout ce que j'ai construit est entre de bonnes mains. Tu as mérité ton héritage, non pas en attendant que je meure, mais en m'aidant à vivre. J'ai senti une boule dans ma gorge. Merci, grand-père. Nous avons trinqué. Le vin était chaud et riche. Le feu crépitait dans l'âtre, en toute sécurité cette fois. Dehors, la neige continuait de tomber, enterrant le passé sous une couverture blanche. J'ai regardé Sarah, qui m'a serré la main sous la table. J'ai regardé grand-père, souriant en prenant une bouchée de tarte. J'ai pensé au jeune Jacob, le garçon qui a pleuré pour un vélo volé. J'ai voulu remonter le temps et lui dire, tiens bon. Ça s'améliore. Il faut juste être assez courageux pour dire non. Le cycle toxique était brisé. La malédiction était levée. Et en regardant autour de ma table, j'ai réalisé que je n'avais pas seulement gagné une maison. J'avais regagné ma vie. Et c'était le plus beau cadeau de Noël de tous. Cette histoire n'est pas seulement l'histoire d'un gâteau ou d'une maison. C'est une dure leçon sur les limites et le respect de soi. Beaucoup d'entre nous sont élevés avec l'idée que la famille passe avant tout, quoi qu'il arrive.
On nous enseigne que les liens du sang sont plus forts que tout et que nous devons endurer les abus, la manipulation et le manque de respect simplement parce que nous partageons un ADN avec quelqu'un. Mais cette histoire prouve que ce qui est toxique, que cela vienne d'un étranger ou d'un parent. Le parcours de Jacob nous enseigne 3 choses cruciales. Premièrement, non est une phrase complète. Vous avez le droit de protéger votre santé mentale, vos finances et votre paix, même si cela met en colère les personnes habituées à vous utiliser. Deuxièmement, la complaisance n'est pas de l'amour. Martha et Arthur n'aimaient pas Caleb. Ils l'ont handicapé. En le protégeant des conséquences, ils l'ont transformé en un adulte impuissant et arrogant. Le véritable amour exige la responsabilité. Troisièmement, vous pouvez choisir votre famille. Grand-père Thomas, Sarah et même Henderson représentent la famille que Jacob a choisie. Ce sont des personnes qui le valorisent pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il peut leur donner. Si vous vous êtes déjà senti comme le Jacob de votre famille, celui qui donne et donne pendant que les autres prennent, j'espère que cette histoire vous donnera le courage de tracer votre ligne dans le sable. Vous n'êtes pas une mauvaise personne pour couper les ponts avec la toxicité. Vous êtes simplement en train de survivre. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà dû prendre la décision difficile de couper les ponts avec un membre de votre famille pour vous sauver? Ou peut-être avez-vous un frère ou une sœur en or qui s'en sort toujours? Tapez, bien, dans les commentaires si vous êtes d'accord que Jacob a bien fait ou partagez votre propre histoire de justice familiale ci-dessous. Je lis chaque commentaire et vos expériences aident les autres à se sentir moins seuls. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires de vérité et de justice. Restez forts, tout le monde.